culturelles doivent-elles être multiculturelles? Et je vais essayer de proposer une réflexion, des éléments de réponse à cette question, à partir de l'articulation entre politique culturelle et immigration, donc ce qui a fait l'objet de mes travaux de recherche doctorale. Alors, un des premiers éléments, je dirais, alors je m'excuse si je répète peut-être des choses que j'ai évoquées dans ce séminaire, je dirais tout dépend de ce que l'on entend par multiculturel. Je ne vais pas présenter l'ensemble du débat, évidemment, sur le multiculturalisme, mais peut-être pointer un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre de réfléchir à ces liens entre multiculturalisme, politique culturelle et immigration. Donc je reviendrai dans une première partie sur cette notion de multiculturalisme, pour ensuite évoquer les possibilités de diversification des politiques culturelles, et je distinguerai deux niveaux. Je distinguerai la diversification des publics et la diversification des contenus culturels, des œuvres, pour évoquer ces conditions de possibilité. Il me semble qu'il est important de distinguer des niveaux. Alors, sur la question du multiculturalisme, d'emblée dans les recherches, car j'ai commencé à travailler sur cette question de retour d'un séjour universitaire au Canada, à Montréal, où, au Canada, le multiculturalisme est érigé en politique depuis les années 70, dans une politique qui vise à donner une représentation équivalente de ce qu'on appelle les groupes culturels. Donc c'est la politique qui organise l'égale pratique de la langue française et de la langue anglaise, par exemple, au Canada, pas seulement au Québec, du Canada. C'est par exemple le type de politique qui fait que quand on est fonctionnaire au Canada, il faut pouvoir parler français et anglais. On peut suivre une scolarité en français et en anglais dans tout le pays. Donc c'est une politique qui assure un égal accès, une égale représentation des minorités nationales, essentiellement le groupe anglophone et le groupe francophone. Et je renvoie aux travaux de Bénédicte qui a théorisé cette politique multiculturalisme et qui a pointé, qui a souligné l'importance à assurer cette égale représentation des groupes culturels pour notamment préserver leur survivance. On peut imaginer que la langue française n'aurait pas été préservée au Canada comme ça a été le cas si cette politique avait été mise en place. Donc, dans son ouvrage, Racialité multiculturelle. On comprend bien dans cette définition des groupes culturels, j'ai parlé de langue, j'ai parlé d'éducation, que c'est un sens donné à la culture qui est un sens anthropologique. C'est-à-dire l'ensemble des signes qui font sens pour un groupe, en particulier donc, la langue, aussi la religion, les coutumes. Or, par politique culturelle en France, on entend la culture dans un sens très largement artistique, c'est-à-dire des contenus, des œuvres, des pratiques, un patrimoine, et ceci découle en grande partie de l'histoire de nos politiques culturelles, de l'histoire en particulier de notre ministère de la Culture. Donc dans l'ouvrage, c'est très bien expliqué par Vincent Dubois, dans son ouvrage sur la politique culturelle, cette invention, cette naissance d'une catégorie d'intervention publique, qui est l'action culturelle. Il montre très bien comment, à la création, ce qui s'appelait à l'époque secrétariat d'État aux affaires culturelles, qui a été confié à André Malraux en 1959, on met sous ce ministère des administrations qui existent déjà, en particulier la direction des Beaux-Arts, qui était au ministère de l'Éducation nationale, la direction de l'archive, la direction du cinéma, qui était rattachée à l'industrie. On crée aussi une direction du théâtre. Et donc, ce périmètre d'action, d'intervention qui va être du ministère de la Culture, qui va se consolider comme tel à travers les décennies, a donné une consonance particulièrement artistique à ce qu'on entend par culturel dans le contexte français. Donc, comment parler de politique culturelle multiculturelle si ce terme de multiculturalisme en tant que politique fait référence à des droits, dans le contexte canadien par exemple, mais
Dans le contexte britannique aussi, on trouve beaucoup de travaux qui portent les politiques multiculturelles. Je pense en particulier aux travaux de Tariq Modoud, qui a beaucoup utilisé ce concept pour parler des stigmatisations, des discriminations que vivaient les musulmans britanniques en Angleterre. Et on voit bien que cette littérature parle des mobilisations, de la citoyenneté. On ne parle pas forcément de pratiques artistiques. Eh bien, il me semble que pour surmonter cette apparente incompatibilité des termes, il faut distinguer deux sens au terme multiculturalisme. Il faut considérer un multiculturalisme comme un projet politique, un multiculturalisme prescriptif, un multiculturalisme qui dit l'égale représentation des groupes culturels va permettre que nous vivions ensemble. C'est quand même ce type d'objectif qui est poursuivi. Le multiculturalisme en tant que projet politique n'est pas forcément séparatiste. On voit bien au Canada, il y a déjà des questions de séparer les anglophones. En tout cas, ce n'est pas le projet de multiculturalisme qui a existé. Et distinguer ce multiculturalisme politique d'un multiculturalisme descriptif, c'est-à-dire un terme qui renvoie en réalité à l'idée que les individus ont des origines diverses, qu'elles soient ethniques, culturelles, religieuses, et que cette diversité s'intensifie notamment en lien avec les phénomènes migratoires dans ces dernières décennies. Et donc, le multiculturalisme, c'est la multiplication des origines nationales dans une même population. Actuellement, les derniers recensements permettent d'identifier que nous arrivons à peu près à 8,5% des immigrés en France, après avoir stagné dans les années 70 on est 7,5%, que parmi ces immigrés, on compte 40% de personnes d'origine européenne, 30% du Maghreb, 12% d'Afrique subsaharienne, 5% de Turquie et 12% de l'Afrique du monde qui inclut l'Asie. Et que d'autres enquêtes plus récentes, comme l'enquête trajectoire et d'origine qui a été menée à l'UNED en 2008, permet également d'identifier que la population d'origine immigrée, c'est-à-dire les personnes nées en France de parents immigrés, s'élève à 12% de notre population française, et parmi eux, 50% ont un parent en Europe, 40% un parent au Maghreb, et plus ils sont jeunes, plus ils sont susceptibles d'avoir un parent né en Afrique subsaharienne. 60% des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne ont moins de 26 ans. Donc une diversification des origines et la présence de ces populations sur le sol français. Donc ce sens de multiculturalisme, qui en réalité est proche de diversité culturelle, ça je totalement dans le parallèle que vous avez dressé en parlant de la Convention pour la diversité culturelle qui a été signée par l'UNESCO en 2000. C'est à mon sens dans ce sens que nous devons prendre le terme multiculturalisme et donc se poser la question des politiques multiculturelles. Il faut donc se poser la question de ces politiques en termes de diversification de population. Et donc c'est pour ce faire que je voudrais distinguer deux niveaux de diversification. Diversification des contenus et diversification des publics. Alors, en effet, pour revenir donc à la création du ministère de la Culture en 1959, celui-ci est guidé par un mandat qui est en juillet 1959 qui statue qu'il s'agira pour ce ministère de rendre accessible les œuvres de l'humanité au plus grand nombre de Français. Et il me semble que dans cette formulation, il y a vraiment deux objectifs qui sont donnés à la politique culturelle. Il y a un premier objectif qui est trait aux œuvres de l'humanité. Il s'agit de valoriser, de les entretenir, de susciter plus de création, la question de l'œuvre. Mais il y a essentiellement aussi la question des publics à travers cette formulation de rendre accessible au plus grand nombre de Français. C'est pourquoi je distingue la notion des publics à travers rendre accessible et les œuvres de l'humanité, la notion du contenu et des œuvres. Or, justement,
il me semble qu'il est important de concevoir que diversifier les contenus ne va pas nécessairement diversifier les publics. À l'inverse, diversifier les publics ne va pas nécessairement diversifier les contenus. C'est important de distinguer les deux. Apporter des œuvres qui viennent de l'étranger ne va pas forcément faire venir un public qui vient de l'étranger. Il faut, ça peut être le cas, mais pas nécessairement, il faut distinguer les techniques. Donc je vais commencer par la question de la diversification du public. C'est mon deuxième point. Je suis partie de cette question au début de mes recherches sur la politique culturelle et l'immigration. Parce que je connaissais bien ce projet d'élargissement des publics qui est consubstantiel au rôle des politiques culturelles en France. J'avais en particulier travaillé sur le Festival d'Avignon, où ça a été le projet au départ d'étendre la fréquentation, la connaissance du théâtre. On me rappelle souvent cette anecdote, en 1968, je pense qu'il a commandé une étude de public et il s'est avéré que seulement 1% des publics du Festival d'Avignon étaient d'ouvriers, et ça a été un moment difficile pour lui, mais ça montre quelle était l'intention derrière ce projet. Donc je connaissais ce militantisme de l'action culturelle, c'est ainsi qu'on dit, et je me demandais si parmi ces publics qu'on appelle publics isolés de la culture par leur extraction sociale, on s'était occupé des publics immigrés. Parmi ces publics ouvriers, on pensait aux ouvriers immigrés. Et en partant de ce questionnement, j'ai rapidement fait deux constats. Alors le premier constat, c'est que, bien selon le principe d'indistinction qui est énoncé par la Constitution de notre 5e République, dans son article 1er, qui est que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est-à-dire les politiques publiques ne distinguent pas l'origine des publics auxquels elles s'adressent, soit les politiques éducatives, les politiques de santé, et donc pas les politiques culturelles. Donc, dans le principe, d'un point de vue des principes, il ne s'agissait pas de distinguer des publics, en particulier des publics immigrés, dans ces politiques. Si une origine pouvait être prise en compte, c'est l'origine sociale, c'est pas interdit par ce premier article de la Constitution, mais pas l'origine historique. Donc, voilà pour les principes et le premier constat d'une invisibilité, d'une prise en compte de ces publics spécifiques dans les politiques du ministère de la Culture. Mon deuxième constat a été que l'outil culturel, lui, a tout de même été sollicité à des fins sociales, et j'emploie à dessein le terme d'outil culturel parce que les programmes dont je vais parler maintenant n'ont pas été mis en œuvre par le ministère de la Culture. C'est important de le noter. Donc, ce sont les programmes sur lesquels j'ai travaillé dans le cadre de ma recherche doctorale, et j'ai fait un travail d'archive pour trouver quand avait été pris en compte la culture des immigrés. Enfin, un travail du ministère de la Culture, le mot immigré, du ministère du Travail et des Affaires sociales pour trouver le mot culture. Et j'ai trouvé que dès les années 60, les associations qui se chargeaient d'aider, d'améliorer l'accueil des immigrés, avaient recours à des activités d'éducation populaire, d'activités culturelles, pour faciliter leur adaptation à la vie moderne. Donc il faut comprendre évidemment ce genre de programme, de contexte d'arrivée de nombreux immigrés venus des anciennes colonies dans les années 60, qui postulent plus différents de la culture européenne que les autres, mais donc une utilisation d'activités culturelles, d'éducation populaire, pour faciliter l'adaptation des immigrants. On va bien analyser ces choses. Dans les années 70, au sein de ce qui est créé en 1974, c'est un secrétariat d'État au travail immigré qui est rattaché au ministère du Travail et qui a pour mission de réguler les flux migratoires, se met en œuvre une politique qu'on appelle une politique adaptée culturelle, une politique culturelle adaptée aux immigrés. Celle-ci a pour finalité de valoriser les cultures d'origine. Alors, effectivement, on va créer une émission de télévision, par exemple, qui s'appelle Vos Amis, qui de 1976 à 1986 va être diffusée tous les dimanches matins et proposer des contenus qui sont envoyés par les pays d'origine, avec des émissions, des reportages de pays d'origine, des groupes de musique. Et c'est une politique
qui, en réalité, cherche à envoyer un signal positif à ces pays d'origine. À partir des années 70, c'est le moment où on commence à restreindre les flux migratoires. Il s'agit donc de montrer aux ambassades qu'on considère bien ces pays-là. Et c'est un volet qui est largement organisé pour préparer le retour. On croit alors à cette époque possible que les familles immigrées rentrent dans leur pays, et donc c'est une forme d'entretien du lien avec le pays d'origine. L'outil culturel est donc bien utilisé là à des fins sociales et même politiques dans les années 70. Et enfin, depuis les années 80, l'outil culturel est également utilisé à des fins d'intégration. Puisque dans les années 80, s'est forgé ce que Patrick Weil a appelé un consensus républicain autour de la notion d'intégration. Et vis-à-vis d'un discours qui, à droite de l'échiquier politique, pouvait se montrer exclusif, différentialiste, en tout cas consistait à dire si vous êtes différent, rentrez chez vous. Il ne s'agissait pas d'exalter les différences, mais bien de prouver que les immigrés étaient capables de s'intégrer et que les politiques sociales et les politiques, l'outil culturel, pouvaient être convoqués pour faciliter cette intégration. Et donc, dans les années 80, les années 90, c'est consolidé ainsi une forme d'action culturelle d'intégration qui est financée largement, essentiellement par le Fonds d'action sociale, qui est une institution qui soutenait les associations immigrées. Et les critères pour bénéficier de ce type de financement sont tout à fait révélateurs. Le premier critère, c'est témoigner d'un ancrage local, c'est-à-dire que l'association qui propose un projet culturel doit montrer qu'elle est d'abord ancrée dans le quartier dans lequel elle souhaite intervenir, et donc elle a donc accès à ces publics qui sont des publics isolés de la culture. On voit bien que l'intérêt de toucher ces publics qu'on estime isolés de la culture, c'est le premier critère, l'ancrage local. Et le deuxième critère, c'est se faire se rencontrer les différentes cultures. Il ne s'agit pas de financer une association, comme l'a dit une personne chargée de ces financements, une association malienne qui fait venir un groupe malien, qui va faire de la cuisine malienne, et là, s'adresser à un public malien. Donc il s'agit de se faire rencontrer différentes cultures et donc éventuellement faire apparaître des points communs, tendre vers un certain universalisme et non un différentialisme, comme évoqué dans son introduction. Il s'agit de tendre vers l'universalisme effectivement dans ce contexte. Et les projets vont être financés en fonction de ces critères-là et non nécessairement en fonction de critères artistiques. Et c'est sur ce dernier point sur lequel je voudrais insister, et c'est pour ça que j'ai parlé d'un outil culturel à des fins sociales et à des fins politiques, c'est que tout au long de mon travail, j'ai bien constaté que les autorités, les personnes en charge de monter ces projets, avaient essayé de contacter le ministère de la Culture, qui n'était pas intéressé par ces programmes, parce qu'ils décelaient justement soit cette fonction politique, symbolique ou sociale, en tout cas que le critère artistique n'allait pas être le critère essentiel, qu'il s'agissait de faire de la culture à d'autres fins que des fins artistiques. Donc ce ne sont pas des politiques culturelles dont la finalité est artistique, ce sont des politiques culturelles dont la finalité est sociale. Ce ne sont pas finalement des politiques culturelles multiculturelles que ces politiques que j'ai pu étudier. C'est finalement l'introduction de la diversité culturelle du point de vue des contenus qui me semble véritablement adresser cette question du multiculturalisme. Et donc ce sera mon troisième point sur la diversification des contenus. Je vais un peu plus parler des œuvres, en tout cas des contenus qui sont présentés et qui sont soutenus par les politiques culturelles. Alors, on ne peut évidemment reprocher au ministère de la Culture et à la France et à sa politique des arts en général de ne s'être intéressé aux cultures d'ailleurs, aux œuvres d'art de l'humanité, comme disait le mandat du ministère de la Culture de 1959. On en veut pour preuve nos collections nationales qui sont, que ce soit qu'elles soient présentées au Louvre ou au musée du Quai Branly, ou la création de l'Institut d'Arabe, je crois que Laurent Martin voudra parler, ou même au Mucem à Marseille.
travail de coopération culturelle qui est organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avec des organismes comme la FAC, qui a longtemps existé, qui a été renommée Culture France depuis une dizaine d'années maintenant. Mais l'enjeu, il me semble ici, n'est pas tant la présence de culture étrangère qu'on valorise, voire dont on finance la conservation dans certains cas, que l'ouverture de nos représentations symboliques nationales à des apports étrangers, et en particulier aux transformations qui sont liées à l'expérience migratoire. On sait que l'expérience migratoire est une expérience qui est vécue par une partie conséquente de notre population, je renvoie aux chiffres que j'ai donnés, et qui encore ne parle d'une migration récente. Il faudrait effectivement, évidemment, un ancien pays d'immigration et l'expérience migratoire et de nombreuses trajectoires individuelles de citoyens français. Dans mes travaux, j'ai bien vu qu'à certains moments de notre histoire politique, les autorités françaises ont eu intérêt à présenter ce que j'appelais un patrimoine, des œuvres diversifiées, notamment cette notion de diversification de l'œuvre. Par exemple, les deux moments essentiels, au début des années 80, au moment où le Parti socialiste arrive au gouvernement, et Jacques Lang devient ministre de la Culture, on note un élargissement du périmètre d'action du ministère de la Culture à des formes nouvelles, telles que le jazz, le rock, la BD, et dans ce contexte, l'émergence d'une nouvelle génération, on a appelé la génération des enfants de l'immigration, aussi la génération des beurs, on parlait de ceux qui étaient plutôt d'origine de bonnes parents et de Maghreb, qui à la fois est arrivé sur le devant de la scène politique. On voit notamment à la marche des beurs de 1983, dont on a célébré les 30 ans à l'automne 2013. Or, cette génération, c'était aussi une génération qui portait un renouveau artistique. Je citais la BD, il y a de nombreux auteurs de BD, mais aussi en littérature, Mélie Charette, des artistes, des plasticiens, qui m'ont intéressé le ministère de la Culture. Donc, je développe ceci avec un peu plus de détails dans mes travaux, là, je passe un petit peu vite. Et on peut voir la présence, constater de manière symbolique la présence de Jacques Lang qui vient rejoindre les marcheurs pour la marche et qui inaugure dans la foulée, en janvier 1984, une exposition au Centre Georges qui s'appelle Les enfants de l'immigration. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il a été important pour un ministre de la Culture français de faire rendre hommage, intégrer dans ses intérêts, dans les représentations symboliques de l'État, cette part diverse de la population. Il y a un autre moment auquel on peut penser, c'est le moment où l'État est tenté de faire entrer dans ses représentations symboliques les apports de l'immigration à sa nation à travers la mission qui a été confiée à Jacques Toubon en 2002 à la suite de l'élection de Jacques Chirac, de réfléchir à ce qui est devenu aujourd'hui la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et qui est en 2007, et qui est évidemment qui a aussi émergé parce que le travail des associations sur cette question était présent, mais le geste national, ce qui fait que c'est un musée national, c'est un geste politique à la suite de l'élection de Jacques Chirac qui écartait le Front National de ce jeu. C'est cette piste de la diversification des contenus qui me semble qu'il faut poursuivre pour que des populations diverses, qui constituent une importante partie de la population française, se reconnaissent dans l'offre culturelle qui va être proposée. Donc, quelques remarques de conclusion, je ne sais pas si j'arrive au terme sans doute de mon intervention. Il ne me paraît pas possible pour les politiques culturelles françaises de devenir multiculturaliste au sens qui est évoqué dans le contexte canadien de reconnaissance de l'identité des groupes, mais pas un choix qui a été fait dans la société française. Le tournant, le pendant différentialiste pourrait avoir l'air trop de faire le jeu des partis d'extrême droite. En plus, c'est un modèle qui est relativement fait des critiques actuellement. Je pense qu'il est plutôt nécessaire de voir que les politiques culturelles prennent conscience de ces enjeux, de cette multitude des expériences,
à travers la diversification de ces contenus, mais ce sont des questions qui sont délicates. J'ai essayé de distinguer la diversification des publics, de la diversification des contenus. Je pense qu'il faudrait aussi évoquer la diversification de la profession, qui, en tant qu'artiste, peut parler. Donner la parole à un artiste issu de l'immigration, ce n'est pas comme présenter une œuvre qui évoque l'expérience de l'immigration, ce n'est pas non plus comme s'assurer que les publics issus de l'immigration vont s'y intéresser. L'un peut aller avec l'autre, mais ce sont des problématiques différentes. Et à tout mélanger, on pourrait aussi se retrouver dans des situations d'assignation identitaire, évoquent de nombreux artistes, acteurs en particulier, à qui on fait toujours jouer le rôle du jeune délinquant sous précédent d'origine, pour dire que ça peut donner. Donc une politique culturelle doit être multiculturelle, on ne pas intégrer les apports de la des expériences individuelles, qu'il s'agisse de l'expérience de la migration, de l'intégration, de la discrimination, et que toutes ces expériences soient considérées sans hiérarchie. Cette expérience qui est plus intéressante que d'autres, plus légitime, plus française que d'autres. Et donc avec un égal respect pour chacune d'entre elles et une égale considération pour l'apport artistique, la contribution artistique que ces expériences peuvent donner, puisque c'est le sens qui est donné à la politique.